Projetons-nous dans ce territoire en pleine savane, quelque part où jusqu'il y a peu, les lions régnaient en maître, jusqu'à ce que leur comportement soit complètement perturbé à cause d'un animal de quelques millimètres à peine. Salut, c'est Lucas. Ici, en quelques années, le plus grand félin d'Afrique a été obligé de changer complètement la manière dont il chasse et son comportement alimentaire. La responsable, cette minuscule fourmi à l'origine d'une gigantesque réaction en chaîne. I've seen the area change. This ant is then able to kind of reorganize the whole system. Et l'humain n'est pas totalement étranger à ce bouleversement, vous verrez. Alors j'ai voulu creuser comment cette fourmi a bouleversé la vie des lions, quelles conséquences ça peut avoir, je vous explique. Déjà, laissez-moi vous planter le décor. Tout ça, ça se passe au Kenya et plus précisément dans le comté de Laikipia, à cet endroit. Nous sommes à Olpejeta Conservancy, une réserve naturelle privée qui protège différents animaux de la savane, dont de rares rhinocéros menacés par le braconnage. The area is typical savanna, you know, like savanna where we have a mixture of grasses and trees. You have, buffaloes, zebras, elephants, lions. Mais dans cette vidéo, ce sont les lions qui vont nous intéresser. Avant de voir comment tout a été chamboulé pour les lions, il faut que je vous raconte comment ça se passait à la base, et ils se portaient plutôt bien. Voici précisément les lions dont on parle. Dans le monde, le nombre de lions a été estimé à environ 23 000 par l'UICN et ce nombre continue de diminuer rapidement. Mais ici, il est remarquablement stable. On compte environ 50 adultes et jeunes adultes rassemblés dans 6 groupes familiaux différents. This pride, the Eastern Pride, we have about 11 members. So the twin sisters are quite happy together. En fait, c'est un peu le paradis pour eux. Déjà, c'est une savane qui s'étend sur plus de 360 km², surveillée par des rangers et suivie par des spécialistes des animaux. The lions are vulnerable in the world, but here in Olpejeta, we have a very good population roaming freely within range. En plus, ils peuvent chasser le zèbre des plaines, leur nourriture favorite, grâce à une technique bien précise, peu gourmande en énergie. Les lions, ils ne poursuivent pas ces zèbres sur de longues distances. En fait, ils leur tentent des embuscades. The zebra is the main diet for the lions. So they do not kind of pursue an animal like what wild dog will do. They require trees for them to be able to conceal themselves. So it tries to hide and then move closer to the animal like a few meters to be able to kill. Mais depuis quelques temps, le comportement des lions est complètement bouleversé. De nombreuses zones de la réserve sont passées de ça à ça. We've lost about over 70% of the trees we're talking about. Et c'est seulement la partie la plus visible d'une grande réaction en chaîne qui bouleverse plusieurs animaux. Déjà, voilà comment ça affecte profondément la chasse des lions. Sans arbres, il devient très difficile pour eux de se cacher pour bondir sur les zèbres. Douglas Kamaru et d'autres scientifiques ont mené une étude pour tenter de comprendre ce phénomène. En gros, selon leurs estimations, dans des conditions normales, les lions réussissent à tuer les zèbres 6 fois sur 10. Mais dans les zones qui ont perdu leurs arbres, ça passe à seulement 2 sur 10. C'est 3 fois moins de probabilité de réussite pour les lions. The lions are not able to conceal themselves and prey on zebras, and therefore then the lions are actually now affected in terms of their hunting behavior, which is a long-term kind of behavior that they've evolved over time. Et un tel changement, c'est pas du tout anodin pour eux. Moins de zèbres, ça veut dire devoir tenter d'autres proies ou mourir de faim. They seem not to have eaten for about a day or two. If I look at their berries, they are a bit flat. I think they need to hunt. Tonight, they need to make a kill. Ok, donc la disparition de ces arbres modifie drastiquement la chasse des lions. Mais contrairement à la forêt amazonienne ou à la forêt de Bornéo par exemple, ici ce ne sont pas les humains qui coupent ces arbres pour utiliser les terres. Alors pourquoi les arbres se sont mis à disparaître à ce point ? Penchons-nous donc sur ces arbres. Voilà à quoi ils ressemblent de plus près. Malgré leurs épines, ils sont particulièrement appréciés des éléphants qui s'en nourrissent. Jusqu'ici, un grand nombre d'acacias survivent grâce à un allié assez fascinant, ces fourmis locales. Trees actually provide housing. They have what we call like galls. It's kind of a cricket ball, like a round one, which houses ants, the native ants. And then number 2, the tree also, these acacia provide food for these native ants in form of extra flora nectar. Those are 2 things that these ants or native ants benefit from this tree. En échange, ces fourmis repoussent les éléphants, ce qui évite aux acacias d'être détruits. You can imagine these tiny 3 milligram kind of an ant or an animal pushing away an elephant, which is about 6 tons. It's huge. So what happened is that once an animal touches the tree, they come out in number, like how the elephant eats. So it feeds on the nostril
above its mouth. So they get into the nostrils and they bite and so on. There's no way the elephant can stand that. So it has to repel back. Cette relation entre les fourmis locales et les acacias, c'est un type de symbiose qu'on appelle le mutualisme, car c'est gagnant-gagnant pour les deux espèces. Et c'est ça qui permettait de garder un grand nombre d'arbres dans de vastes zones de cette savane. C'est cliché à dire, mais la nature est bien faite. Alors, pourquoi les arbres se sont mis à disparaître ici au Kenya? Initially, we thought it's because the elephants was too many, because elephants break trees and so on. So the management actually had to translocate some elephants out to another place. But then we realized the problem was even becoming bigger, and every time we're still losing these trees. Depuis les années 2000 environ, un nouvel animal se propage ici. Ce nouvel arrivant, c'est elle, la fourmi à grosse tête. Elle mesure quelques millimètres seulement, mais ce serait l'un des animaux envahissants les plus destructeurs de la planète selon l'IPBES. Si on l'appelle fourmi à grosse tête, c'est tout simplement parce qu'une partie des ouvrières ont une tête énorme par rapport à leur corps. On pense qu'elle est originaire d'une île de l'océan Indien, peut-être Maurice. Mais comme le montre cette carte, elle est désormais présente aux quatre coins du monde et menace de nombreux insectes locaux. Et si on replonge ici dans la savane kenyane, voici ce que ça donne lorsque ces fourmis arrivent sur les acacias. Les fourmis à grosse tête, plus petites mais plus nombreuses, s'attaquent aux fourmis locales ici au milieu. Elles les submergent, les tuent et mangent leurs œufs et leurs larves. The trees are left vulnerable from elephants because the big-headed ants, the invasive ants, do not protect the tree from that kind of damage. Résultat, selon l'étude, dans les zones où les fourmis à grosse tête se sont propagées, les éléphants détruisent les arbres 5 à 7 fois plus que dans les zones non envahies. But there are also other things that are killing trees as well, like drought and so on. Putting all these aspects together, we've lost about over 70% of these trees. In areas where you have the native ants, you don't get a lot of damages compared to areas where, for example, you don't have those ants or you have the big-headed ants. C'est comme ça que de fil en aiguille, de minuscules fourmis ont complètement modifié le comportement de plusieurs lions. Je vais essayer de vous résumer tout ça dans l'ordre cette fois. D'abord, les fourmis à grosse tête arrivent sur les acacias et tuent les fourmis locales. Sans elles, les acacias ne sont plus assez protégés face aux éléphants qui les détruisent. Et sans les arbres, les lions ne peuvent plus se camoufler pour chasser les zèbres, ce qui met en péril leur principal moyen de se nourrir. Je trouve tout ça assez impressionnant. Mais il reste une question, comment à l'origine cette fourmi à grosse tête a bien pu se retrouver là? Eh bien les scientifiques ne savent pas précisément. Ce qu'ils savent, c'est qu'elle a très probablement été introduite par l'humain, peut-être accidentellement, à travers un voyage ou un échange de marchandises. I think it's because, of course, human as a carrier, mostly is actually through those trade and so on as people move wide and broad within different systems. Et le truc, c'est que ces fourmis à grosse tête continuent de gagner du terrain. Et je me suis demandé à quel point elles pouvaient nuire aux lions et au reste de cette savane. En fait, les fourmis à grosse tête continuent à étendre leur territoire à différents endroits de la réserve, le long de ce qu'on appelle des fronts d'invasion. Selon l'étude dont je vous ai déjà parlé, ces fronts d'invasion progressent d'environ 50 mètres par an, ce qui est assez énorme par rapport à leur taille minuscule. They are increasing in terms of number, their population, as well as expanding in terms of moving. That's huge because if you're talking about 50 meters per year, then that means within a couple of years, then you'll have the whole area invaded and so on. Je me suis demandé si cette progression avait déjà entraîné une réduction du nombre de lions. They are not able to kill zebras, which is their main food. But then I would expect the population to decline because if they are not able to eat what they are supposed to be eating. However, but your population remained the same. Then I went further and looking at what's really happening, and I was surprised that they at some point they actually switching to eating more buffaloes, which is a surprise because killing a buffalo is twice harder or even much harder. It takes like, let's say, 5 lions to bring down a buffalo. Only take, let's say, 2 to bring down an adult zebra. So it's hard work for them. Are we going to see a scenario where even the lions themselves are going to start declining because they are spending more energy killing buffalo? Donc jusqu'ici, les lions s'en sont plutôt tirés en se tournant vers les buffles, mais on ne peut pas savoir si cela sera tenable face à la propagation des fourmis à grosse tête. Ça pourrait avoir d'importantes conséquences sur la survie des lions à long terme, sur les arbres et sur d'autres animaux. En dehors des lions, qu'est-ce que ça peut changer? It's not just affecting the lion hunting and all that. It's also affecting other species as well. You don't know what's going to happen with the native ones, right? If you have these big-headed ants all over, they might disappear. The lions are killing more buffalo. So the question is like, what happens going forward?
there are some species that also will do well. You mentioned zebras because, for example, the predation will be low. I mean, the zebra population did not increase. And the reason is mostly the population of zebra is actually influenced by climate, by rainfall. When you have a high amount of rainfall, then you have a high amount of grass, and therefore you expect a lot of zebras and so on. I think that these trees could go extinct as well. Going forward, unless something is done for sure to try to curb these invasions, I think a lot is going to change for sure. It is something that need to be looked at in terms of research and so on. À long terme, les conséquences sont donc difficiles à prévoir avec précision, mais elles pourraient être majeures. Cette fourmi, ce n'est d'ailleurs pas la seule espèce introduite quelque part qui crée des bouleversements. On vous avait par exemple parlé des conséquences de l'arrivée des crabes bleus ou des vers plats en France dans ces vidéos, ou encore de l'introduction des chevaux en Australie dans celle-ci. Parmi les animaux et les plantes qui gagnent de nouveaux territoires, environ 1 sur 10 pose problème selon un rapport de l'IPBES. On peut les surnommer alors espèces invasives ou plus précisément espèces exotiques envahissantes. Ces espèces ont déjà joué un rôle dans environ 60% des extinctions d'espèces connues et cette dynamique devrait continuer. Alors je me suis demandé s'il existait des solutions pour tenter d'y faire face, notamment ici au Kenya. They're creating what we call exclusion zones, like just fencing off elephant in some areas to allow regeneration. But again, that is not long term. Because at some point then you have to remove those fences. These fences are expensive, You don't want to put a lot of fences around and so on. I've also looked at a paper where the guys are talking about using some oil-based chemicals. But you see those chemicals sometimes they are not selective. So you want to be sure that they do not affect other organisms as well. It's actually using biological kind of a control. That's the only straight-up one and that's the only long-term one. Right now I don't have definite answer to that, like the best way. But that is I know people are trying things. That tells you the kind of issues that we humans can bring to the ecosystem. Those invasive species also they have their own areas that they're supposed to be. They only become invasive when it's out of that particular area and it's causing problems. So yeah, it's just stop spreading them. J'avoue que ça faisait un certain temps que je voulais vous raconter cette histoire et j'espère qu'elle vous aura intéressé. Comme souvent, voici un autre petit truc que j'ai appris lors de l'interview. Sometimes these are kind of small things that sometimes we overlook. We mostly look at conservation of particular species like elephants, lions, and so on. But to me, I feel like there are other things down there that we overlook as scientists that we need to look at because all these systems are connected. Just like an engine, whereby you have this complex engine and each part contribute to making things work. But once you have one thing that is removed from the system, then that becomes like the mutualism in this case, then it becomes a problem. And you can reorganize the whole system and you start wondering what's happening. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui m'ont aidé pour cet épisode. Je vous mets comme d'habitude toutes les sources sous la vidéo YouTube. Et on se retrouve dès dimanche prochain à 10h pour un nouvel épisode des Doc Nature sur un projet assez fou.